It's one small step for man, one giant leap for mankind. Cette phrase célèbre, c'était il y a 50 ans, enfin presque. Le 20 juillet 1969, l'astronaute Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. J'en discute avec Robert Lamontagne, astrophysicien à l'Université de Montréal et coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Monsieur Lamontagne, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez tout jeune, j'imagine, en 1969, mais ça vous a marqué? Oui, j'avais 12 ans à l'époque, assez vieux pour être parfaitement conscient de l'événement. Peut-être pas assez pour mesurer l'ampleur de l'exploit, mais c'est l'élément déclencheur de ma carrière. Vous vous êtes dit à ce moment-là, je veux œuvrer dans ce domaine-là? Oui. En fait, j'avais un intérêt pour les sciences, mais là, tous les garçons de 12-13 ans voulaient être astronautes à ce moment-là. Et ça s'est réalisé. Dans mon cas, je suis devenu astrophysicien, mais on réalise qu'il y a eu des centaines de milliers de jeunes personnes qui ont opté pour des carrières scientifiques suite à l'exploit d'Apollo 11 et des missions subséquentes. Ils sont allés en médecine, en ingénierie, dans toutes sortes de domaines. Scientifiques. Alors, parlez-nous d'avant l'alunissage d'Apollo, parce que c'est une course, hein, à ce moment-là. Il y a un contexte politique à la conquête de la Lune. Quel est ce contexte politique? En fait, c'est un défi. Le président Kennedy a lancé un défi à l'Amérique de mettre un homme sur la Lune avant de la fin de la décennie. Donc, c'était en 1961, à une époque où il y avait eu quelques vols suborbitaux des Américains, alors que les Soviétiques les battaient à plate couture. Donc, les Soviétiques étaient en avance. Premier Spoutnik, premier homme dans l'espace, première femme dans l'espace, première marche dans l'espace. Alors donc, l'orgueil et la fierté nationale américaine étaient un peu amochés. Et donc, il y avait ce défi. Et ils ont monté un programme spatial d'exploration habitée de l'espace en à peu près 8 ans, un peu plus, disons une dizaine d'années. Et ils ont gagné. Ils ont gagné la course, finalement. Et donc, on peut dire que c'est un exploit, mais on est allé sur la Lune un peu pour les mauvaises raisons, pour gagner la course, finalement. C'était politique. C'était politique. La science venait... Après. Ouais. Et cette science, alors, qu'est-ce qu'on a retenu ou qu'est-ce qu'on retient de cette conquête de la Lune en 69? Ce avec quoi la plupart des gens sont familiers, ce sont les fameuses roches lunaires. On a, en tout et pour tout, rapporté environ presque 400 kilos de cailloux lunaires, mais on a déposé toutes sortes d'instruments. On en voit sur certains des écrans ici, des capteurs de vent solaire, des sismographes. On a aussi installé des miroirs qui réfléchissent la lumière, et donc on peut les éclairer de la Terre avec des faisceaux laser et mesurer très précisément la distance entre la Terre et la Lune. On arrive avec une précision qui est remarquable. C'est l'équivalent de mesurer la distance entre Montréal et Vancouver avec une précision d'1/4 de millimètre. Vraiment? Et ça, on doit ça à ce premier alunissage? On doit ça à ces missions spatiales. Il y a eu, entre autres, un de ces miroirs installés. Il y en a eu quelques autres sur la Lune. Mais effectivement, et ce sont des instruments qui fonctionnent encore. C'est un miroir. 50 ans plus tard. Il n'y a pas de pile. Donc, il y a une valeur scientifique énorme à ce qui a été fait dans la conquête de la Lune. Oui, ça nous a permis de comprendre l'histoire de la Lune, par le fait même l'histoire de la Terre, et l'histoire du système solaire. Donc, d'un point de vue scientifique, il y a un retour sur l'investissement absolument remarquable. On se connaît mieux nous-mêmes. Et pour nous aussi, dans notre vie de tous les jours, les ultraviolets de nos lunettes de soleil, par exemple, ça vient de... Il y a des applications de ce qui a été fait lors de cette conquête-là qui sont dans notre vie de tous les jours. Absolument, parce que pour réussir l'exploit, on a dû développer toutes sortes de nouvelles technologies. On peut penser à la miniaturisation électronique pour mettre un premier ordinateur dans une toute petite capsule. Bien, nos téléphones intelligents, nos ordinateurs sur le coin du pupitre sont des dérivés de cette miniaturisation qui a été nécessaire. Les bottes lunaires, on retrouve le même matériel dans les chaussures de course pour les gens qui font du jogging, pour amortir les chocs. Il y a des nouveaux matériaux. Les capteurs, lorsque vous allez à l'hôpital, on vous met une série de capteurs, mesurer votre pression, votre rythme cardiaque. Tout ça, ça a été développé pour la conquête spatiale. Puis finalement, peut-être le dernier et le plus banal d'entre tous, c'est le velcro. Le velcro, oui. Il fallait accrocher des trucs dans la pesanteur. Alors, donc, le velcro. Oui, ça, on l'utilise pas mal, le velcro. Il y en a qui doutent. Il y a des gens qui ont des théories du complot là, pour dire que jamais on s'est posé sur la Lune, que ça a été tourné dans un studio de télévision, il n'y a pas d'étoiles. Le drapeau, semble-t-il, une preuve à conviction, là, on le voit en arrière, il donne l'impression de flotter alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune, semble-t-il. Oui.
C'est quoi ces théories du complot? Il y a toutes sortes de théories du complot sur le fait qu'effectivement, ça aurait été tourné en studio parce que, techniquement, on était incapable d'aller sur la Lune. Tous les éléments de cette théorie du complot du non-alunissage, de l'échec de la mission, ont été démontés avec le temps. Le fameux drapeau, c'est tout simplement qu'il est fripé. C'est un drapeau acheté... Il tient avec une tige? Oui, c'est un drapeau acheté dans un 5-10-15. Ça vaut environ 5 Il tient sur une petite tige de métal. Alors, il est tout fripé. Et la moindre petite vibration, comme il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'amortissement, bien, il semble flotter. Alors, il y a toutes sortes d'explications. Les étoiles qu'on ne voit pas, c'est parce que la caméra n'était pas assez perfectionnée pour les capter. Le temps d'exposition était relativement court. On n'a qu'à essayer à la surface de la Terre. Prenez un appareil photo la nuit, faites un instantané. Vous ne voyez pas d'étoiles non plus. Et pourtant, elles sont là, n'est-ce pas? Mais je dirais que l'argument le plus convaincant de la réussite du projet spatial américain, c'est que les Soviétiques ont admis que les Américains sont allés sur la Lune. S'il y avait sur toute la planète des gens qui avaient intérêt à ce qu'ils manquent leur coup, c'était fort probablement les Soviétiques. Et pourtant, ils ont levé leur chapeau. Vous avez accompli l'exploit. Alors, on en est où en 2019 dans la conquête spatiale? Il est question de retourner sur la Lune. Les Chinois sont entrés dans la course, ou s'il y a une course. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, il y a les Chinois, les Indiens qui sont de nouveaux joueurs. Évidemment, bon, à l'époque, il y avait les Américains, les Soviétiques, mais maintenant, il y a les Français. Le Canada a toujours été présent dans la course et l'exploration de l'espace. Alors là, on assiste, ironiquement, à ce retour de la course, cette fois-ci entre les Américains et les Chinois. Les Chinois ne s'en sont pas cachés. Ils veulent une base lunaire pour la fin de la prochaine décennie, donc 2029-2030. Ah bon? Les Américains avaient envisagé de retourner sur la Lune vers à peu près la fin de la décennie aussi. Et on a vu la réaction quasi immédiate du président américain qui a probablement été un peu piqué et qui a demandé à la NASA de ramener des astronautes, hommes et femmes, sur la Lune pour 2024. Et ça, en termes d'exploration spatiale, surtout habitée, 2024, c'est demain matin. Puis pourquoi on veut s'installer sur la Lune ou pourquoi on veut avoir des bases lunaires? Bien, il y a toutes sortes de raisons. Scientifiques, évidemment, mieux comprendre encore une fois la Lune, la Terre, le système solaire. L'exploitation commerciale de ressources sur la Lune, des minéraux, des matériaux qui commencent à manquer sur notre planète. On pourrait les trouver sur la Lune. Donc, il y a un intérêt commercial et le privé s'intéresse un peu à la Lune. Mais il y a aussi le tremplin. La Lune va représenter soit la Lune et ou une station spatiale orbitale autour de la Lune. Ça va représenter un tremplin vers la prochaine étape, qui est la planète Mars. Je ne dirais pas que c'est l'étape ultime, mais c'est certainement le prochain grand morceau pour le milieu de la décennie 2030 à peu près. Là. Mais donc, dans l'envoi de capsules vers Mars, il y aurait un arrêt sur la Lune ou une étape sur la Lune? Ou... On pourrait soit partir de la Lune, soit faire un arrêt sur la Lune, ou en fait, certainement, et aussi et surtout, utiliser la Lune comme base d'entraînement. Un peu notre camp de base, comme pour les gens qui vont à l'Everest. On ne sait pas encore comment vivre de façon prolongée dans l'espace. On fait des séjours. David Saint-Jacques, par exemple, 6 mois dans l'espace et on a vu les effets que ça a eu. Les effets que ça a eu. Il récupère assez rapidement, mais quand même, on voit que c'est assez taxant sur la physiologie humaine. Et donc, on veut apprendre à vivre de façon prolongée dans l'espace, quasi en autonomie complète. La Lune, c'est quand même assez loin, avant de se lancer à l'assaut de Mars, où là, on parle d'un voyage de 2 à 3 ans. Oui, donc, ça sera beaucoup plus difficile. Sur la montagne, je dois vous arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Bonne soirée à vous.